Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année qui va traiter au sujet de l'Hindu avec une présentation qui vous sera faite par Maître Bolzan, que vous avez déjà rencontré lors d'un précédent webinaire. Elle nous avait fait l'honneur de participer à un webinaire concernant le remplacement qui est disponible sur YouTube si vous souhaitez le consulter. Donc Maître Bolzan va nous faire sa présentation de l'Hindu. Juste en attendant que tout le monde se connecte, je vous invite à découvrir l'interface et l'outil qu'on utilise pour ce webinaire. Donc, vous avez remarqué qu'à droite, il y a une barre de chat, donc vous pouvez déjà nous indiquer d'où vous venez, par exemple, en termes de département. Bonjour à toutes et à tous. Là, je vois que vous allez commencer à l'utiliser. Si vous avez des questions à poser, il y aura bien sûr une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez poser les questions dans l'onglet questions, justement, qui figure juste à côté du chat. Donc voilà, si vous avez des réactions que vous voulez faire, des petites réactions via des emojis, n'hésitez pas. Donc ça, c'est plutôt dans la barre centrale de l'écran. Vous pouvez réagir. Je vais vous mettre un petit pouce pour que vous puissiez le voir. Donc, vous pouvez faire de même en fonction de ce que vous entendez, des émotions que ça vous donne. N'hésitez pas à réagir. Également, je vais vous proposer quelques sondages donc, qui vont s'afficher à l'écran avant de démarrer. Donc déjà, le premier sondage que je vais faire, donc il faudra répondre directement dedans, c'est: est-ce que vous avez déjà eu un Hindu? Donc normalement, ça va s'afficher à l'écran. Donc voilà. Donc je vous laisse voter. Je vais attendre de voir qu'il y ait quelques votes pour voir si tout le monde a bien eu l'information. Donc pour l'instant, on a plus de 70% des gens qui ont eu un Hindu parmi vous. Donc voilà, donc ce qui montre que c'est un sujet qui concerne quand même beaucoup de monde, et ceux qui n'en ont pas eu, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, mais c'est bien d'être informé quand même. Et la deuxième question, c'est: qu'est-ce que représente pour vous un Hindu? Donc, est-ce que c'est plutôt une perte d'argent? C'est un remboursement à faire rapidement, donc en fait un trou dans la trésorerie? Est-ce que c'est un risque de déconventionnement ou une sanction pénale? Vous pouvez choisir plusieurs solutions. Là, c'est vraiment pour qu'on comprenne en fait ce qui c'est ce qui représente le plus l'Hindu pour vous. Donc voilà, donc là, en fait, il y a vraiment une grosse parité entre un trou de trésorerie et une perte d'argent. Et très peu de personnes qui s'en inquiètent à propos de déconventionnement, notamment. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde est là. On a déjà pas mal de monde. Donc les autres nous rejoindront en route. Avant que Maître Bolzan nous fasse sa présentation, je vais juste rappeler ce qu'est un peu OZEN. Donc OZEN, vous le connaissez certainement vu que vous faites partie de nos utilisateurs qui utilisent soit dans la version gratuite, soit dans sa version payante avec la facturation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on présente tout un tas de fonctionnalités de l'organisation de la patientèle, de la planification des tournées et des dossiers de soins et des transmissions. Et le gros avantage, c'est que comme vous avez tout dans un seul et même outil, à partir du moment où, en gros, vous faites vos tournées avec OZEN et que vous cochez vos soins dans votre tournée, vous avez fait 90% du boulot de la facturation parce que le logiciel, il sait exactement quel infirmier a vu quel patient, quel jour, pour quel soin, avec quelle ordonnance et quelle cotation remplie automatiquement. Donc voilà, donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous mettre entre les mains un super logiciel qui soit complètement mobile, qui soit super simple à utiliser. Et en plus, on se positionne non pas comme un vendeur de logiciels, mais vraiment comme un partenaire. C'est pour ça qu'on fait tous ces webinaires. On en est quasiment au 15e de l'année, donc c'est plus d'un par mois. Et on se positionne sur un partenaire comme ça, et aussi en vous proposant des offres qui sont totalement sans engagement. On vous rachète même les engagements pour ceux qui sont engagés, et on fournit le lecteur un nouveau lecteur qui arrive et dont la batterie dure plus de 15 jours. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais laisser la place à Maître Bolzan qui va pouvoir tout vous dire sur l'Hindu. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend
mais on ne voit pas la présentation. Alors, je vais vous la lancer. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à traiter ce sujet avec vous. Je suis avocate et je dirige un cabinet qui intervient exclusivement pour les infirmières et les infirmiers libéraux. Donc, l'INDU, c'est un sujet qu'on traite malheureusement beaucoup et qui est en plus totalement d'actualité, puisque si vous avez fait l'objet d'un contrôle récemment, généralement les notifications arrivent sur la période octobre-novembre. Alors, je vais essayer de vous présenter toutes les procédures qui peuvent intervenir en matière d'indu de manière synthétique et aussi de manière pragmatique, en essayant de mettre en avant si vous voulez, les points clés auxquels il faut faire attention quand on fait l'objet d'un indu. Alors, il faut savoir que l'indu repose avant tout sur le principe du conventionnement. C'est parce que vous êtes conventionné que la caisse vous verse de l'argent sur la base de facturation qui sont établies elles-mêmes sur la base de la nomenclature. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, en matière d'indu, j'entends mes clients qui me disent, bah oui, mais en fait, la sécurité sociale, en fait, ce qu'elle me demande, c'est d'arrêter les soins ou de ne pas faire tel ou tel soin. C'est pas vraiment la logique de l'indu. Ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Le conventionnement, c'est le principe du contrat. C'est-à-dire que vous êtes engagé à respecter la nomenclature et en contrepartie, la caisse s'est engagée à vous rémunérer directement. D'accord? Ce qui veut dire que vous n'avez pas l'interdiction de faire des soins qui ne sont pas nomenclaturés. Simplement, ça n'est pas à la caisse de les payer. De la même manière, je prends l'exemple, par exemple, d'une ordonnance qui aurait expiré et vous continuez les soins parce que l'argument qu'on me donne à chaque fois, c'est je suis tenu à la continuité, certes, mais s'il n'y a pas de prescription, à ce moment-là, il faut soit que le patient vous en donne une nouvelle, soit qu'il vous paye. Tout ça pour vous dire, alors après tout se discute, on n'est pas sur des cas particuliers, j'essaye de vous donner des grandes lignes, mais qu'il faut comprendre que déjà au départ, la logique de l'indu n'est pas de dire que vous ne devez pas faire des soins ou que les soins n'étaient pas justifiés, mais ça repose exclusivement sur les termes de la LGR. Alors en matière d'indu, ce qui en fait un domaine très vaste, c'est que vous pouvez être poursuivi devant 3 grands types de juridictions. La procédure, elle peut être civile, et c'est l'action la plus classique, je dirais, c'est la notification d'indu que vous recevez sur le fondement de l'article 133-4 du Code de la sécurité sociale. Là, on va voir chaque type de procédure en détail, mais déjà pour schématiser, quand vous êtes sur la procédure civile, ce qu'on va vous réclamer, c'est exclusivement de l'argent, c'est-à-dire le remboursement de l'indu, voire éventuellement des pénalités. Et il existe en plus une procédure particulière de déconventionnement. Mais on n'est pas sur des peines d'interdiction d'exercer, des peines de prison, ce type de choses. On a ensuite l'hypothèse de poursuite pénale, où là, on va avoir d'une part une peine pénale qui va être demandée, donc type emprisonnement, avec sursis, etc. Attention, une peine pénale et en plus le remboursement de l'indu. Et puis, la troisième procédure, qui elle aussi est un petit peu mixte, c'est la procédure disciplinaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi être poursuivi devant la chambre disciplinaire avec une formation spéciale qui est la section des assurances sociales. Et là, la sanction va être à la fois une sanction disciplinaire, un avertissement, un blâme, voire une interdiction d'exercer, et en parallèle, le remboursement d'un indu. Ça, c'est grosso modo tous les grands types de procédures dont vous pouvez faire l'objet à partir d'un même fait qui est une mauvaise facturation. Alors, on va commencer par l'action civile qui est la plus classique. L'action civile, elle commence déjà par un contrôle dont vous n'êtes pas informé en tant que professionnel de santé. Alors, il arrive que vous le sachiez parce que vos patients vous disent « Tiens, j'ai été interrogé par un agent de la CPAM », mais en soi, vous ne savez pas à l'avance que vous faites l'objet d'un contrôle. Le contrôle, il faut savoir qu'il peut être de deux sortes, par ce qu'on appelle le contrôle administratif
qui est un contrôle sur pièce, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un agent de la caisse qui va vérifier la concordance entre vos cotations, vos facturations et la prescription. Mais il n'y a pas d'appréciation médicale derrière. Ça, c'est le rôle du deuxième type de contrôle qu'on appelle le contrôle médical, où là, on est avec un médecin de conseil qui va pouvoir accéder à des données médicales et évidemment donner un avis professionnalisé d'un point de vue médical. Alors, le contrôle, que ce soit le contrôle administratif ou le contrôle médical, vous n'en êtes pas informé, il va pouvoir se dérouler sur plusieurs mois, sur une très longue durée, sachant qu'au bout, les sommes qu'on peut vous réclamer peuvent monter jusqu'à 3 ans en arrière, voire 5 ans quand on est sur des cas de fraude. Et on verra évidemment la distinction entre la faute et la fraude. Alors, dans le cadre du contrôle, vous n'êtes pas informé des investigations. En revanche, vous êtes informé évidemment du résultat. C'est-à-dire que le jour où le contrôle est terminé, on va vous envoyer ce qu'on appelle une notification de grief. On appelle aussi des fois la lettre d'observation. C'est un premier courrier dans lequel la caisse va vous dire, voilà, j'ai procédé à un contrôle sur telle période et il en ressort un certain nombre de griefs. Ces griefs amènent à une réclamation d'un montant de, ça peut être très variable, on demande souvent quel montant type on a. Je peux avoir des montants extrêmement bas, c'est quelques milliers d'euros. Je peux avoir des montants très très hauts, plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez cette lettre d'observation, la caisse va vous proposer de faire vous-même vos observations dans le délai d'un mois. Alors là, c'est pareil, je me dis, est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas? Si je dois donner un conseil là-dessus, c'est qu'il faut surtout être vigilant à ne pas donner d'éléments qui derrière pourraient se retourner contre vous. Parce que souvent, en essayant d'être de bonne foi, on a tendance à en dire un peu. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez cette possibilité-là, et il faut savoir que vraiment, dans le cadre de la procédure civile d'indu, il y a une charte de contrôle qui a été établie par l'assurance maladie et qui recense vos droits dans le cadre du contrôle. Alors, cette charte, vous pouvez la télécharger sur le site amélie.fr. Ce qui est un petit peu ironique avec cette charte, c'est que dans le cadre d'un procès, si vous allez devant le tribunal, généralement, la caisse va vous dire qu'elle n'a pas de valeur, qui, d'un point de vue personnel, me choque toujours beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fois, on établit une charte et ensuite, on vous dit, bon, on s'est engagé, mais finalement, on s'est engagé à rien. C'est en tout cas un des arguments qui est généralement soulevé dans le cadre de la procédure. Quoi qu'il en soit, elle existe et cette charte vous donne notamment, garantit notamment le droit d'accéder à votre dossier pour pouvoir vous défendre. À savoir que bien souvent, le dossier auquel on vous donne accès n'est pas tout à fait complet puisque dans le cadre du contrôle, il peut y avoir, évidemment, il va y avoir un contrôle des prescriptions, mais il peut y avoir des auditions, que ce soit les auditions de médecins prescripteurs par exemple, ou des auditions de patients. C'était notamment beaucoup le cas sur les indus relatifs aux AIS3, puisque les patients étaient interrogés sur la durée des soins. On a cette première phase, donc vous pouvez faire des observations. À ce stade, on n'est pas vraiment sur la réclamation contentieuse. Va venir ensuite la notification d'indu elle-même, c'est-à-dire que là, c'est écrit en objet du courrier, notification d'indu, article L133-4 du Code de la Sécurité sociale. Et là, on marque vraiment le début de la procédure contentieuse, puisque là, la caisse va vous réclamer la somme qu'elle estime indue, va vous lister les griefs. Vous aurez généralement accompagné un tableau assez vaste avec tous les actes qui vous sont reprochés. Donc, selon mon temps, ça peut faire une quarantaine de pages jusqu'à plusieurs centaines. Et là, à réception de cette notification-là, vous avez 2 mois pour contester en saisissant la commission de recours amiable, la fameuse CRA. Attention, le délai de 2 mois, c'est ce qu'on appelle un délai de forclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dépassé, vous ne pourrez plus contester. Donc, si j'ai un conseil à donner à ce stade, c'est d'éviter de faire l'autruche. Ne pas récupérer ces courriers recommandés, ça n'a aucun intérêt si ce n'est celui de vous faire perdre du temps, voire de vous faire perdre la possibilité de contester l'indu plus tard. Donc, la saisine de la CRA, elle peut se faire
sans forme particulière. Vous pouvez passer évidemment par un avocat conseil, mais vous pouvez la faire vous également. C'est un courrier à adresser à la commission de recours amiable dont les coordonnées figurent sur la notification d'indu. Vous avez 2 mois, donc il est préférable évidemment de faire sa contestation par lettre recommandée pour montrer que vous avez respecté le délai. Et à partir du moment où votre contestation est enregistrée, la commission de recours amiable a elle-même 2 mois pour se prononcer et diminuer ou maintenir l'indu. Je ne dis pas l'annuler parce que ça, personnellement, ça nous est arrivé quelques fois, mais on est sur des cas très anecdotiques. Alors, il ne faut quand même pas négliger l'étape de la CRA parce que c'est quand même l'occasion, selon le type de grief qu'on vous demande, qu'on vous reproche, pardon, de faire un petit peu baisser la note. Et ça, il y a des cas déjà avant même de parler de fraude, etc. Il y a des cas qui se discutent en commission de recours amiable et ça peut valoir la peine quand même de défendre certains points de son dossier déjà à ce stade. Et ça peut amener à une réduction de l'indu. Alors, la commission de recours amiable, elle a 2 mois pour se prononcer, sachant que même si à la fin du délai de 2 mois, vous n'avez pas reçu de retour de la commission de recours amiable, on va considérer que votre contestation est rejetée, ce qu'on appelle un rejet implicite. Donc là, à ce moment-là, on considère que tout est rejeté en bloc et vous avez à nouveau 2 mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire. À savoir que ce délai de 2 mois, si vous recevez une décision expresse de la CRA, c'est-à-dire que c'est vraiment un coup une décision écrite, vous avez 2 mois à partir de la réception de la décision de la CRA. À ce stade, on va donc saisir le tribunal judiciaire. Là aussi, l'avocat n'est pas obligatoire. Malgré tout, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais un petit peu quand même, là, vous vous retrouvez devant le tribunal, c'est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent. Au-delà de la question de l'indu lui-même et des cotations, il va y avoir déjà des règles de procédure à tenir jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie. Une audience de plaidoirie à laquelle il faut se présenter parce que c'est une procédure qu'on appelle une procédure orale. Donc, vous allez devoir venir vous présenter devant le juge. Rien que tout ce contexte juridictionnel fait qu'il est quand même préférable d'être accompagné. Et puis, d'autre part, devant le pôle social, vous allez pouvoir soulever des arguments purement juridiques, si je peux dire, qui vont au-delà de la simple discussion autour des cotations. Donc là, je ne peux pas en dresser une liste exhaustive et puis chaque dossier est particulier, mais on va pouvoir, par exemple, soulever des points comme les prérogatives de l'agent qui a contrôlé. On va pouvoir éventuellement soulever des délais de prescription, ce que généralement on appelle les vices de procédure pour vulgariser. Donc ça, c'est des choses qu'on peut soulever devant le tribunal qui sont un peu tout double parce que du coup, quand on fait sauter le contrôle, on fait sauter tout l'indu lui-même et il n'y a même plus de débat sur les cotations. Donc, si vous voulez, devant le tribunal, on peut avoir cette espèce de double argumentation, c'est-à-dire plan A, on peut tout sauter, plan B, on essaye de discuter les cotations et de faire baisser la note. Et à la fin de la procédure, devant le tribunal, vous avez une décision qui est rendue et le délai d'appel de cette décision est d'1 mois. Donc, une procédure d'indu, ça peut durer très longtemps. Classiquement, les pôles sociaux sont ont des délais assez longs. Et en plus, si vous allez en cours d'appel, ça peut durer plusieurs années. Là aussi, malgré tout, moi, ce que je conseille toujours, c'est que même si vous contestez, même si vous avez l'impression que votre dossier est bien engagé, il est préférable de profiter du fait que les procédures sont très longues pour provisionner un petit peu son indu. Parce que si au bout, malheureusement, il faut passer à la caisse quand même, il vaut mieux avoir les fonds. Alors, on a eu assez récemment quand même l'indu par extrapolation qui a été créé. Alors là, ça a fait grand bruit pour l'instant. J'ai pas de cas de référence l'indu par extrapolation. L'indu par extrapolation, c'est en fait une analyse de vos facturations, mais d'un simple échantillon de vos facturations qu'on va reproduire et projeter sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour déterminer un indu.
Alors, c'est très discutable comme façon de procéder. J'ai pas d'exemple là aujourd'hui concret à donner. La garantie qui est prévue par le texte, c'est que la procédure sera contradictoire, c'est-à-dire que vous pourrez discuter de l'indu qui a été fixé. Mais ça, c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, le tableau, ce fameux tableau qui est joint à la notification d'indu, on considère que ça vous permet de discuter, c'est suffisant. Si on n'a plus qu'un échantillon, je m'interroge sur ce qu'on aura à disposition pour discuter réellement. Voilà. Alors, il faut savoir que l'indu, la procédure et les conséquences vont être aussi un petit peu différentes en fonction du fait qu'on va se situer dans le cadre de la faute ou dans le cadre de la faute. Alors, ce qu'on appelle la faute, c'est le fait de ne pas avoir respecté scrupuleusement les règles de la NGAP. C'est une mauvaise cotation. La différence avec la fraude, c'est que dans la fraude, on va avoir un élément intentionnel. C'est-à-dire que là, au-delà de mal coter, on n'est pas juste sur l'erreur de cotation, on reste sur une erreur plus ou moins volontaire pour s'enrichir en sachant pertinemment qu'on n'aurait pas le droit à autant de se faire. La fraude, ça va permettre à la caisse de vous réclamer des sommes sur 5 ans et sur 3 ans. Et puis, ça engendre aussi généralement l'enclenchement de la procédure de pénalité financière qu'on va voir, mais également une majoration de 10% des sommes qu'on vous réclame. Donc forcément, le montant est beaucoup plus élevé quand on va se retrouver sur la fraude. Donc la fraude, concrètement, c'est quoi? Vous avez un élément matériel, concret, c'est-à-dire l'agissement en lui-même. Ces agissements frauduleux, vous les retrouvez à l'article R147-11 du Code de la sécurité sociale, que vous voyez sur mon support. Globalement, ce qu'on retrouve chez les infirmières libérales, ça va être le faux et usage de faux et la falsification d'ordonnances par surcharge. C'est généralement ça qui fait l'objet d'un indu. Alors, c'est vrai que la surcharge, souvent, on reproche aux infirmières d'avoir ajouté dimanche férié inclus ou horaire de nuit à domicile, ce type de mention. Il faut savoir, et quand même, que la jurisprudence retient le fait qu'il faut qu'on prouve que c'est bien l'infirmière qui a rajouté ces mentions-là et exclusivement elle pour lui demander le remboursement de l'indu. Ce qui est assez logique, parce que souvent la caisse dit, ça n'est pas le médecin. Le fait que ça ne soit pas le médecin ne veut pas dire que c'est nécessairement l'infirmière. Et ça, on a quand même des décisions qui le consacrent. Donc, il faut pas, là aussi, tout à l'heure, j'ai juste de faire attention à ce qu'on dit au tout début de la procédure quand on a la possibilité de faire ces observations qui peuvent être faites aussi dans le cadre d'un entretien oral. Il faut faire attention à ce qu'on va dire et il va falloir filtrer un petit peu. C'est à la caisse, donc, de prouver que s'il y a, par exemple, une grief de surcharge, la surcharge a bien été faite de la main de l'infirmière qui est poursuivie. Et il faut en parallèle que la caisse prouve la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intention frauduleuse, qui est le fait d'avoir voulu s'enrichir au détriment de la caisse d'assurance maladie. La autre grande grief qui est souvent retenue au titre de la fraude, c'est les actes fictifs, c'est-à-dire des actes qui n'ont pas été réalisés par l'infirmière qui les a facturés. Alors, classiquement, c'était les AIS 3, c'est-à-dire qu'on disait une infirmière qui cotait 2 AIS 3, on lui disait, ben non, mais vous n'êtes pas resté plus de 30 minutes, donc le deuxième est fictif. C'était globalement ça qui était retenu. À savoir que là aussi, c'est à la caisse de prouver déjà que le temps a été surestimé. Et on a quand même des décisions qui imposent même à la caisse d'assurance maladie de prouver que pour chaque jour sur lequel, alors je prends l'exemple de la IS3, mais ça peut être un autre acte, que sur chaque jour où la cotation est réclamée, l'infirmière n'est véritablement pas passée. C'est-à-dire, grosso modo, sur un contrôle de 6 mois d'AIS3, il va falloir que la caisse prouve 30 jours fois 6 mois que l'infirmière est passée moins de 30 minutes, pas passée, ou qu'elle n'a pas réalisé l'acte qui lui est reproché.
on a quand même des décisions qui le retiennent. Là, que ce soit faute ou fraude, ou extrapolation ou pas, on est sur l'indu en lui-même, c'est-à-dire la somme que la caisse vous a versée parce que vous êtes conventionné et qu'il y a eu une facturation excessive. En parallèle de ça, et toujours d'un point de vue civil, la caisse va pouvoir vous réclamer une pénalité financière. Ça peut aller jusqu'à 70% de l'indu, ça peut même aller au-delà si vous êtes dans un cas de récidive, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est une somme qui va venir s'ajouter à l'indu si au bout, vous devez le payer. Alors là, la procédure est un peu différente parce que vous recevez une notification de fait pouvant faire l'objet de la pénalité. C'est un peu l'équivalent de la notification de grief au début de la procédure d'indu. Et l'infirmière a 1 mois pour faire ses observations. Sachant que la pénalité, on est généralement sur des cas frauduleux. Donc, l'idée est de demander à l'infirmière de s'expliquer sur son intention ou non de s'enrichir indûment. Alors, vous recevez cette première notification, vous avez 1 mois pour y faire des observations. Et une fois que le directeur de la caisse reçoit les observations, il peut abandonner la procédure. On ne va pas se mentir, c'est assez rare. Il peut prononcer un avertissement, ça arrive quand même, ou alors saisir la commission des pénalités. Là, contrairement à l'indu, ce n'est pas vous qui allez saisir une commission pénalité pour contester, c'est le directeur qui va réunir une commission et demander à la commission son avis sur votre responsabilité. La commission des pénalités, vous pouvez y participer, vous pouvez évidemment y faire des observations écrites, mais le jour même, vous pouvez être présent, y compris avec un représentant avocat ou autre à vos côtés. La commission des pénalités va rendre un avis, c'est simplement un avis, qui vous est communiqué à vous aussi en tant qu'infirmière. Et cet avis va être communiqué en parallèle au directeur de la caisse qui, à ce moment-là, va prendre la décision. Là aussi, il peut abandonner la procédure ou alors il peut décider de la poursuivre et donc de fixer une pénalité, sachant que s'il décide d'une pénalité, il va solliciter l'avis conforme du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie. C'est à partir de cet avis conforme, alors que vous n'avez pas. C'est des points qui peuvent être soulevés d'ailleurs ensuite dans une contestation judiciaire. Mais à ce stade, vous ne l'avez pas, vous recevez uniquement la notification de pénalité du directeur de la caisse qui, là, vous donne un montant. Et alors là, pour contester, on n'a pas de phase amiable préalable comme pour l'indu, on va directement devant le pôle social du tribunal judiciaire. Attention, très important, le fait d'avoir contesté un indu ne va pas emporter automatiquement la contestation de la pénalité qui vous est notifiée en parallèle. Ce sont 2 procédures à part. Il faut contester d'une part l'indu, d'autre part la pénalité. Et une fois que vous allez vous retrouver avec vos 2 contestations devant le tribunal, à ce moment-là, le tribunal va les traiter ensemble parce que forcément, s'il n'y a pas d'indu, il n'y a pas de pénalité. Et vous avez ensuite, d'un point de vue civil, le déconventionnement. Et ça, c'est souvent une procédure qui fait extrêmement peur, à juste titre quand même, parce que là, une patientèle d'infirmière libérale, on va pas se dire, si vous perdez votre conventionnement, elle va aller voir ailleurs. Un déconventionnement, c'est une fin d'activité générale. Alors, le déconventionnement, il y en a quand même 2 types. Vous avez la disposition générale qui est l'article 162-15-1, mais vous avez ensuite 2 types de conventionnement. Il y a ce qu'on appelle des conventionnements d'office, où là, on est sur un cas de récidive, c'est-à-dire qu'il faut avoir soit eu une pénalité préalablement, soit une condamnation pour un indu. Et à ce moment-là, en cas de récidive, alors la récidive, elle doit se faire dans les 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut 2 condamnations espacées de maximum 5 ans pour que ça marche. À ce moment-là, vous pouvez être déconventionné d'office, sachant que là, vous recevez toujours pareil une notification du directeur de la caisse vous disant, voilà, j'ai l'intention de vous placer hors convention. Vous avez 1 mois pour faire des observations, là aussi à l'écrit ou à l'oral.
Et puis, à l'issue de ces observations, le directeur va prendre sa décision, y compris avec l'appui du directeur général de l'UNICAM. Et là, le déconventionnement va se faire automatiquement. Alors, il peut être contesté, il peut aller jusqu'à 5 ans. Et si vous voulez contester, alors là, la procédure est extrêmement technique. S'il y a bien un domaine dans lequel je déconseille d'aller seul, c'est le déconventionnement, parce que ça relève du tribunal administratif, mais selon certains cas précis, vous pouvez relever d'autres juridictions. Donc, il faut, s'il y a bien un domaine en matière d'indu, il faut se faire accompagner, c'est le déconventionnement. Et puis, vous avez le déconventionnement d'urgence, qui est plus court, c'est-à-dire que là, il ne va pas durer 5 ans, mais il va aller jusqu'à 3 mois. Mais en revanche, c'est une procédure extrêmement rapide qui vous place hors convention en quelques semaines. Vous avez là toujours ce même courrier qui précise que le directeur envisage de vous placer hors convention. Et là, les observations doivent être faites dans le délai de 8 jours à partir de la réception du courrier. Et si vous avez un entretien, il doit se tenir dans les 15 jours. Et c'est là que le directeur va vous notifier votre éventuel déconventionnement qui peut aller jusqu'à 3 mois. Alors, peut s'en suivre un déconventionnement d'office si les conditions sont remplies. Mais en tout cas, le déconventionnement d'urgence se fait très vite. Là aussi, possibilité de contester, mais attention, là encore, il y a des saisines, notamment tribunal administratif, avec des doubles procédures du type référé suspension et demande d'annulation. Donc, on est sur des domaines techniques sur lesquels il est quand même très, très préférable de se faire accompagner pour pouvoir être efficace. Là, on est sur les procédures civiles, donc malgré tout, effectivement, le déconventionnement peut être une sanction en plus des sommes d'argent, mais globalement, et dans la grande majorité des cas, on va se limiter à vous demander de l'argent, l'indu ou la pénalité. Ce qui n'est pas le cas de la procédure pénale, où on est sur un procès qui n'oppose plus simplement l'infirmière et la caisse d'assurance maladie, mais qui oppose le procureur qui représente la société à l'infirmière et avec en troisième partie l'assurance maladie qui va se porter ce qu'on appelle partie civile, c'est-à-dire que la caisse va demander le remboursement de son argent. Le procureur, au nom de la société, va réclamer une peine qui peut être une peine d'emprisonnement et l'infirmière va devoir se défendre sur ces deux aspects différents. Alors, principalement, les infractions pénales en matière d'indus, l'escroquerie, qui est punie quand même de 5 ans et 364 000 euros d'amende, voire plus quand elle est au préjudice de la sécurité sociale, jusqu'à 10 ans et 1 million d'euros d'amende. Ce pas des peines très courantes, hein, on ne va pas se mentir, il y a quand même peu d'infirmières libérales emprisonnées pour de l'indu. Malgré tout, ça peut être quand même de la peine avec sursis. L'escroquerie, généralement, concerne les actes fictifs. Donc là aussi, c'était par exemple le cas des AIS 3, où vous pouviez, au choix de la caisse, hein, c'est toujours la caisse d'assurance maladie qui décide vers quelle procédure elle se tourne, mais par exemple, de l'AIS 3, ça peut tomber uniquement sous le coup de la procédure civile avec un remboursement d'indu et éventuellement une pénalité qui s'ajoute, mais ça peut tomber aussi sous le coup de l'escroquerie avec là une peine de prison qui peut être demandée en plus. Deuxième grosse principale infraction pénale en matière d'indu, ça va être le faux et l'usage de faux. Donc là aussi, c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est la falsification d'ordonnance. On ajoute des mentions, on a modifié la date, des choses comme ça. Et là aussi, on peut être à la fois sur du civil ou sur du pénal, sachant que le faux usage de faux, là, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce sont les peines maximales. Alors, pour vous donner un exemple concret qui a existé, et pour être un peu optimiste, je vais vous en donner un qui a fonctionné. Ce sont 3 infirmiers qui étaient poursuivis pour faux et usage de faux et escroquerie. Il y avait les deux pour le coup. Notamment parce que j'avais mis en place le système qui fait qu'ils travaillaient tous les 3, mais un seul facturé. Il y avait une seule CPS et puis finalement, peu importe qui avait fait les actes. Ils ont été poursuivis
pour usage de faux, parce que les facturations n'étaient pas réellement faites au nom de celui qui avait fait les actes. Et puis, pour escroquerie, parce que finalement, celui qui a travaillé, qui a travaillé était le seul à pouvoir bénéficier du paiement. Alors, finalement, le paiement est allé dans d'autres mains. Alors, ils ont été relaxés parce que le tribunal a retenu, on était quand même sur un peu plus de 400 000 euros, le tribunal a retenu quand même qu'il n'y avait pas eu de préjudice vis-à-vis de l'assurance maladie, c'est-à-dire que les cotations en elles-mêmes n'étaient pas discutées. C'est vraiment ce système qui était discuté. Alors, pour autant, il ne faut pas le faire. Ça a marché une fois, je vous en donne un exemple. C'est quand même un exemple assez rare. Mais ce qui est surtout parlant dans cet exemple, c'est que souvent le pénal fait plus peur parce qu'on a le risque d'emprisonnement derrière. Mais en réalité, le pénal, c'est aussi un peu quitte au double. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas d'élément moral, parce qu'en matière pénale, il faut démontrer une intention, réellement une intention frauduleuse, une intention d'avoir escroqué. Si on ne parvient pas à le démontrer, il ne suffit pas d'avoir uniquement mal coté. Et du coup, une relaxe en matière pénale fait qu'il n'y a pas d'indu derrière. Ce qui est aussi la différence avec la procédure civile, puisque certains griefs peuvent tomber et d'autres non. En matière pénale, c'est un peu qui tout double. Il y a une infraction qui est constituée ou il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'infraction, nécessairement, il n'y a pas de victime. Donc, la caisse ne peut pas obtenir le remboursement de l'indu. Inutile de dire que pour le pénal, il vaut mieux être accompagné, mais je ne pense pas avoir déjà croisé une infirmière qui se serait présentée seule devant un tribunal correctionnel en étant pour escroquer. Et puis, dernier type de procédure, c'est la procédure disciplinaire. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu hybride, c'est-à-dire que la caisse va saisir la section des assurances sociales qui dépend de la chambre disciplinaire, donc de l'ordre infirmier, et puis elle va demander le remboursement de l'indu, évidemment, mais en plus, une sanction disciplinaire. Alors, les sanctions disciplinaires, il n'y en a que 4. Il y a l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer, qui peut être temporaire, qui peut même être avec sursis, puis il y a la radiation, vraiment pour les cas les plus graves. Donc, vous allez avoir cette espèce en cas de condamnation, cette espèce de double peine. Double peine qui est prononcée pour ce qu'on appelle l'abus de cotation, l'abus d'honoraire, l'abus professionnel, c'est des termes qu'on retrouve. L'idée, c'est que vous avez vraiment, je vulgarise beaucoup, mais c'est l'idée, c'est que vous avez vraiment exagéré sur la cotation, et pour reprendre les termes de l'ordre infirmier, au point que la fraude ruine la confiance entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale. On est sur quelque chose de véritablement excessif, d'où le terme abus d'honoraire. Alors, ça va être, par exemple, un acte fictif, c'est-à-dire un acte qu'on a facturé qu'on n'a pas fait, un acte très surcoté, ou un acte qui a été tellement bâclé, on va dire, que finalement, il a été facturé, mais il n'a pas été réalisé à la hauteur. Voilà. C'est ce que le Conseil d'État retient comme étant l'équivalent d'une absence de soins. Typiquement, le BSI, vous êtes passé une seconde, vous avez fait coucou, vous êtes reparti. Je schématise à peine. Alors, pour donner des exemples concrets, on a par exemple une infirmière qui a été condamnée pour des actes qui n'ont jamais été réalisés et des déplacements qu'elle n'a pas effectués. Alors, avec ce cas particulier, que l'infirmière a essayé de se défendre en disant qu'elle ne maîtrisait pas les cotations et qu'en plus les règles de la nomenclature n'étaient pas adaptées à la réalité du terrain, ce qui est quand même un argument que j'entends régulièrement. Je ne dirais pas si je le partage ou non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui remonte souvent. Pour le coup, on lui a répondu que non seulement elle était condamnée, mais qu'en plus, elle ne pouvait pas se défendre en critiquant les règles. En fait, il fallait aller un petit peu au-delà que juste critiquer l'adéquation des règles à la réalité du terrain. Voilà. Généralement, sur la procédure disciplinaire, c'est l'excès, c'est-à-dire qu'on est sur énormément d'actes surcotés et on va aller sur des sommes très importantes et c'est généralement ça
qui caractérisera l'abus. J'en ai fini sur la présentation de mes différentes procédures. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci, merci beaucoup. C'était super clair. Moi, j'ai appris plein de choses de mon côté. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule question. Alors moi, j'en ai plein. Donc, enfin, j'en ai plein. Il y en a qui me sont arrivés au fur et à mesure. Donc, j'hésiterai pas à les poser si je vois qu'il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions qui figure en bas à droite de votre écran. Et si jamais il y en a d'autres qui se rajoutent, vous pouvez également voter pour les questions, pour vos questions préférées, celles qui vous concernent le plus. Comme ça, moi, je les prendrai en priorité. Donc déjà, on va commencer déjà par la première question de Brigitte qui nous dit « Bonjour, il arrive quelquefois que les caisses retiennent la somme des indus d'une télétransmission. Ont-elles le droit ?» Donc, je vais juste reformuler pour être sûr qu'on se comprend bien tous. Imaginons que j'ai eu un indu, je ne l'ai pas payé et du coup, je fais ma facturation du mois, je dois récupérer de l'argent, sauf que au lieu de me reverser 100% de ma télétransmission, la caisse va me rétribuer 100% moins la somme de mon indu que je n'ai pas payé. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc la question, c'est est-ce que la caisse a le droit de faire ça? Alors, attention, on est sur une question non pas de rejet, mais réellement d'indu. Et si on se situe dans le cadre de la procédure d'indu, c'est-à-dire vous avez reçu une notification, on va dire, vous avez 10 000 euros qui vous sont réclamés, tant que vous avez des actions en cours, tant que votre contestation est en cours, la caisse ne peut pas retenir sur les flux. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif au délai, parce qu'à partir du moment où, alors vous avez votre notification, vous avez 2 mois pour saisir la CRA. Dans ces 2 mois, il ne peut pas y avoir de retenue puisque vous êtes toujours dans la capacité de contester. C'est là qu'il faut saisir la commission de recours amiable. Et là encore, si vous avez saisi la commission de recours amiable dans les délais, la caisse ne peut pas retenir l'indu sur les flux. Et ensuite, quand on arrive au stade du pôle social, là encore, si le délai de recours a été respecté, la caisse ne peut pas retenir. En fait, la caisse ne peut pas retenir jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive, qui généralement est la décision de la cour d'appel. Alors attention quand même, parce que par principe, les décisions du tribunal judiciaire sont assorties du domaine l'exécution provisoire. C'est-à-dire que même si vous faites appel, vous devez payer. Ça, malgré tout, l'exécution provisoire, c'est quelque chose qu'on peut demander la dérogation au juge. Donc, il est possible que même après une décision défavorable devant le tribunal, vous soyez toujours dans le délai de contestation et que la caisse ne puisse plus retenir. En tout état de cause, elle ne peut de toute façon pas retenir tant que la décision du pôle social n'a pas été rendue, à condition évidemment que vous ayez respecté les délais de procédure. Alors quand elle le fait quand même, hein, ça fait partie de la question, mais je le dis, parce que ça arrive, généralement, il suffit d'un courrier de mise en demeure pour expliquer, pour rappeler à la caisse qu'une contestation est en cours. En général, ça suffit. Et si vraiment ça ne suffit pas, il est possible de poursuivre la caisse dans une action qu'on appelle de référé, c'est-à-dire des procédures d'urgence, où on va justifier qu'on a contesté dans les délais, et que du coup la caisse ne peut pas retenir les flux. Ça arrive quelquefois qu'on soit obligé d'en arriver. Ok, très clair, merci. J'ai une deuxième question de Jamila qui nous demande si on peut être poursuivi pour une double facturation. Oui, tout à fait. Généralement, c'est des problématiques des logiciels, à savoir que forcément la caisse va vous dire que c'est pas elle de distinguer qui a travaillé ou pas, soit elle a bon vos facturations, c'était vous, tant mieux, c'était pas vous, tant pis. Elle va pas aller essayer de discuter entre l'une et l'autre. Donc oui, on peut être poursuivi pour une double facturation. Généralement, ça vient de la gestion du logiciel et de faire des erreurs de facture. C'est un grief assez classique. Ok, j'ai Claire qui nous demande, sur une procédure d'indu en civil ou en pénal, la société de facturation peut-elle être aussi poursuivie, même si l'IDEL doit vérifier les cotations? Donc là, j'imagine que c'est dans le cadre où une infirmière ou un infirmier fait appel à une société de facturation, donc à un facturier ou une facturière.
Le problème, c'est que, encore une fois, l'indu repose sur le conventionnement. Le professionnel conventionné, c'est l'infirmière. Donc, la caisse, elle ne peut réclamer d'argent qu'à celui qui a été payé. Donc, l'infirmier conventionné. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que quand c'est une remplaçante qui a fait l'acte, dans tous les cas, la caisse ne se retournera pas contre la remplaçante. Elle se retournera contre la titulaire et ce sera éventuellement à la titulaire de se retourner contre la remplaçante. Mais la caisse ne peut réclamer un remboursement qu'à la personne à laquelle elle a donné l'argent. La société de facturation, certes, elle facture, mais elle n'est pas conventionnée. Donc, elle reçoit de l'argent de la part de l'infirmière et l'infirmière, elle reçoit de la part de la caisse. La question qui se pose, c'est effectivement sa responsabilité derrière, si c'est elle, si c'est la société de facturation qui détermine les cotations. Et alors là, on est sur un domaine contractuel, c'est-à-dire que ça dépend des termes du contrat qui va lier l'infirmière et la société de facturation. Et bien souvent, dans ces contrats-là, il y a des clauses exonérant la société de sa responsabilité. C'est-à-dire que grosso modo, elle peut dire c'est à l'infirmière de vérifier les cotations, donc s'il y a une erreur, ça ne sera pas de ma responsabilité, ça sera de toute façon celle de l'infirmière. Il faut être vigilant au contrat qu'on signe. Maintenant, j'ai pas une vue absolument exhaustive sur tous les contrats et toutes les sociétés de facturation qui existent. J'ai quand même rarement vu de société de facturation qui assume la responsabilité de l'individu s'il y a un problème de cotation. Ok, donc effectivement, donc en gros, la société de facturation peut être poursuivie, mais par sa cliente infirmière ou son client infirmier. Elle peut être poursuivie, mais elle aura du mal. Mais elle aura du mal à, voilà, exactement. Et il y a Jamila qui nous demande si, concernant la double facturation, elle peut également se retourner contre le logiciel. J'imagine que oui. Je vous laisse répondre. C'est problématique. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous retourner contre le logiciel, mais souvent, le problème de double facturation, c'est le problème de l'infirmière qui a oublié de décocher. Ce n'est pas véritablement un problème technique. Ok. Alors moi, j'avais des petites questions. Je vais en profiter, là, poser une ou deux questions. S'il y en a d'autres qui se rajoutent. Ah, il y en a une autre qui vient d'arriver, on me dit, dans le chat. Alors, attendez, je reprends. Alors, il y a Sandra. N'hésitez pas à les poser plutôt dans la partie questions. Les questions plutôt que dans le chat, comme ça, je les ai bien sous les yeux. Donc, il y a Sandra qui nous dit « Il arrive souvent qu'une remplaçante procède à la demande de remboursement d'un acte alors que l'infirmière réalise de son... » Alors, je vais aller plus lentement parce que j'ai du mal à lire. Il arrive souvent qu'une remplaçante procède à la demande de remboursement d'un acte alors que l'infirmière réalise de son côté, mais après, à la rétrocession de cet acte, du coup, deux demandes de paiement et un dû. Alors, j'ai du mal à tout comprendre. Alors, Madame Saint-Ignan, vous me direz si je me trompe. Ce qu'il y a, c'est que, ce que voulez-vous, si je comprends bien, parce que c'est une question assez classique, c'est l'infirmière remplaçante qui facture avec sa CPS remplaçante. Résultat, l'argent forcément tombe sur le compte de la titulaire, puisque la remplaçante n'est pas conventionnée. La titulaire reverse et finalement, si la facturation n'était pas justifiée, on va réclamer à la titulaire le remboursement, c'est-à-dire que la caisse va demander le remboursement, alors même qu'elle a déjà versé la somme à la remplaçante, ce qui fait qu'elle a payé deux fois quelque chose qu'elle ne touchera pas. Je pense que c'est votre question. Alors, j'ai peut-être pas moyen de voir si c'est. On va considérer que c'est ça. Alors, dans ce cas-là, ben oui, effectivement, c'est assez injuste pour la titulaire, mais d'où l'intérêt. Je vois que j'ai une autre question à peu près qui rejoint la problématique. D'où l'intérêt en réalité d'insister pour que les remplaçantes facturent avec leur CPS. C'est pour ça qu'elles en ont une. C'est une question de responsabilité. Déjà de responsabilité civile, si je peux dire, parce que du coup, si c'est la remplaçante qui a mal facturé, bah, elle va se devoir d'assumer l'indu qui est réclamé. Alors certes, elle ne l'assumera pas directement dans la caisse, ça ne sera jamais le cas de fonctionnement, mais à minima, l'infirmière titulaire pourra lui dire, ben voilà, c'est ta cotation qui était mauvaise, c'est toi qui as envoyé la demande de paiement, donc c'est à toi de me rembourser ce que moi-même je rembourse à la caisse au titre de l'indu. Déjà pour ça, c'est important que ce soit bien les remplaçants qui
utilisent leur CPS et qui fassent leur facturation. Et puis, c'est quand même important aussi parce qu'il faut garder à l'esprit que le CPS, c'est une signature électronique en réalité. Donc, quand on l'utilise, on atteste, hein, il y a une question de traçabilité derrière, on atteste qu'on a fait les soins. C'est bien pour ça aussi que les remplaçantes ont une CPS. Avant, ils mettaient leur nom sur la feuille de soins, c'était pas juste pour le plaisir de faire une rature, mais pour savoir qui a travaillé. Donc, à ces deux égards-là, c'est important de ne pas prendre les CPS de ces remplaçants et de ne pas les facturer pour eux. Très clair. Alors, il y a Claire qui nous… Alors, je pense que ça fait partie de… C'est la suite de la question sur le facturier qui nous dit si double facturation liée à… donc, si, en fait, il y a une double facturation qui a été faite par le facturier à cause d'un problème logiciel. Donc, on cumule les problèmes. Donc, bon, j'imagine qu'on cumule les procédures ou… Voilà. Après, tout dépend si l'indu il est lié à une erreur du logiciel, à une faute vraiment du logiciel, ou si c'est une mauvaise cotation qui est partie du logiciel. Vous voyez, une double facturation, généralement, c'est juste que l'un ou l'autre a oublié de se décocher du planning. Quoi. Donc ça, c'est la responsabilité de l'infirmière, pas du logiciel. Après, si c'est le logiciel qui propose les cotations, là aussi, ça va dépendre des conditions générales du logiciel, à savoir si oui ou non il s'impute la responsabilité de déterminer la cotation. C'était une question que je voulais amener, effectivement. Il y a beaucoup de logiciels qui proposent des calculs automatiques des cotations. On peut se rendre compte que tous les logiciels sur une même série d'actes ne proposent pas forcément les mêmes règles de cumul. Donc, il y en a forcément qui se trompent. Quid de la responsabilité du logiciel ou de l'infirmière dans ce cas-là. Donc voilà, donc ça, c'est super important pour vous quand vous facturez de vraiment faire attention à ça. Et je me permets même, là, on sort un peu du cadre de l'indu, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien surfacturer à cause d'une mauvaise cotation, mais on peut aussi sous-facturer. Et là, c'est de l'argent que vous perdez au quotidien en mettant des demi qui n'ont pas lieu d'être. Il y a Hélène qui demande à quel moment de la procédure conseillez-vous de vous faire assister par un avocat, de se faire assister par un avocat ou par son syndicat? Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire dès le moment où vous avez la fameuse notification de grief, dès le début, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que la caisse vous présente la chose en disant, voilà, si vous avez des observations, on peut en discuter, venez dans un entretien. Si ce n'est que l'entretien derrière, alors c'est verbal tel que signé, donc c'est l'agent qui va retranscrire ce que vous lui auriez dit lors de l'entretien. Et alors le piège, c'est que bien souvent, honnêtement, hein, même après toutes ces années, des infirmières ou des infirmiers vraiment de mauvaise foi, vous voyez, pas vu vraiment. Et c'est plutôt au contraire des professionnels qui sont en demande de discuter. D'ailleurs, souvent, je me demande pourquoi la caisse, elle ne me l'a pas dit avant. Au lieu de laisser plusieurs années, pourquoi elle ne m'a pas dit tout de suite qu'il y avait un problème? Donc, on est généralement sur des professionnels qui se saisissent de l'occasion de s'expliquer et qui s'expliquent malheureusement très mal. C'est-à-dire on va avoir aussi des infirmiers qui vont dire, bah oui, mais je savais pas, vous savez, moi, dans mon facture, je connais pas très bien. Ça, c'est le piège, parce qu'une fois que vous avez dit ça, comment vous voulez que nous, derrière, on rattrape? Vous voyez, c'est quand même vachement compliqué. Donc, idéalement, c'est dès le début qu'il faut être accompagné, parce que vous allez aller gentiment à l'entretien, mais vous n'avez pas la notion de tout ce qui, derrière, peut découler de vos propos en termes de répercussions juridiques. C'est pour ça que dès le début, je dis qu'il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, comment on dit. Voilà. Dernière question, je pense. Après, on va en arrêter là. Donc, c'est Jamila qui nous dit, par exemple, dans le cadre du logiciel comme Ozen, on ne peut pas double cocher, donc en fonction de ses soins. Donc, la double facturation est la faute à qui? Parce que la sécurité sociale va poursuivre l'infirmière. Alors moi, c'est bien parce que ça me permet de donner des exemples. Moi, j'ai des exemples d'indus qui peuvent être faits dans le logiciel. Qui peuvent être du fait de l'infirmière ou du fait du logiciel. Nous, ça nous est déjà arrivé et je suis très à l'aise pour en parler. Je vais donner le cas d'un exemple d'un indu qui est fait par il y a une mauvaise manipulation. Typiquement, une infirmière facture, elle
envoie sa facture et puis je ne sais pas pourquoi, elle va annuler sa facture ou alors elle va défacturer sa facture et refacturer les mêmes soins. Donc en fait, c'est possible de refacturer les mêmes soins 2 fois si on défacture les passages qui sont concernés par la facture. Ça, c'est possible, à mon avis, dans tous les logiciels. Donc là, forcément, il y aura une double facturation sur certains soins et un indu. Et nous, on avait eu à un moment, donc c'est bien sûr, ça n'a pas duré longtemps et c'est corrigé depuis très longtemps, mais à un moment, on avait eu un petit problème technique sur le côté du BSI qui est partagé par plusieurs personnes lors d'une même journée, où en fait, normalement, il doit être facturé qu'une seule fois par jour, et là, il avait été facturé aux deux soignants de la journée. Et donc ça, forcément, là, on est bien dans le cadre de l'indu parce qu'il y a une double facturation. Vous me le confirmez, maître? Oui, oui. Voilà. Et donc là, généralement, pour ces cas-là, enfin, nous, je sais comment ça, il n'y avait eu aucune procédure, il y avait une demande de remboursement de l'indu et un remboursement qui avait été fait par l'infirmier. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter ça ou pas. Non, mais d'autant que je ne pourrais pas, parce qu'encore une fois, ça, c'est des questions qui sont trop spécifiques à vos contrats, à votre situation. Je ne peux pas, là, pour un peu, je peux pas vous donner une réponse plus précise que celle que j'ai déjà donnée. Ok. Allez, j'avais dit dernière, mais j'en ai encore une qui est remontée. Donc je la donne. Allez, après, je m'arrête là. Est-il illégal de se servir uniquement de sa CPS en tant que conventionné pour sécuriser pour les factures des remplaçantes? Oui, et c'est, voilà, je vous l'ai dit. C'est effectivement illégal. Et Si c'est le remplaçant qui a travaillé, c'est la CPS remplaçante qui a. Et après, après, c'est voilà, c'est ce que tout le monde fait aussi, si on le dit honnêtement. Ok. C'est pas ce qu'il faut dire ou pas dire en cas de contrôle. Je suis pas avocat. Je suis pas avocat. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, maître. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, aujourd'hui. J'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer, qui vous reviennent. N'hésitez pas à nous les envoyer même directement par mail sur notre adresse. On les communiquera. N'hésitez pas si vous avez des sujets à prendre contact directement avec le cabinet Bolzan. Et puis moi, je vous dis du coup à l'année prochaine pour un nouveau webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Et si je peux vous inviter à nous suivre sur les réseaux, on a régulièrement des publications sur ce sujet. Voilà. Merci Allez. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.